On va pouvoir, dans ce cas-là, passer à la présentation d'Antoine Bioy, directeur adjoint du laboratoire et professeur de psychologie pour cette conclusion de cette demi-journée. À toi, Antoine. Merci beaucoup, Léo. Merci à tous. D'abord, à l'équipe doctorale qui a organisé cette matinée avec effectivement une grande densité d'apports. C'était vraiment super. Et merci aux personnes qui ont répondu présents, soit en tant qu'intervenants, soit évidemment en tant qu'auditeurs. Et c'est vrai que les questions, notamment qui étaient dans le chat, permettent aussi de poursuivre la discussion de façon tout à fait intéressante. Donc, c'était vraiment une très bonne matinée. Bravo, bravo de l'avoir organisée. Euh, je vais vous demander une attention particulière pour cette dernière intervention, c'est-à-dire d'entendre vraiment mon intervention comme étant une série de points de repère, plus que une sorte de petite conférence ou sur une thématique particulière. C'est plus en fait des points de repère que je vous propose pour peut-être essayer de dessiner une sorte de lien ou d'ouvrir quelque chose à partir de ce qui aurait été dit ce matin. Donc, voilà, ma volonté était plus d'ouvrir un certain nombre de choses que de chercher à conclure réellement et à faire une synthèse structurée de tout ce qui aura été dit, partagé ou autour de la thématique de cette matinée. On va partir, si vous voulez bien, d'un constat fondateur qui a été illustré maintes fois ce matin, c'est que finalement, c'est dans les attachements, et c'est vraiment entendre ce terme-là au-delà de la théorie de l'attachement, c'est dans les attachements qu'il faut aller chercher la logique d'une personne. Et ça peut être évidemment des attachements culturels, ça peut être aussi des attachements relationnels, ça peut être des attachements idéologiques, des attachements à un certain nombre de croyances, à une volonté identitaire ou autre. Donc vraiment, les trois petits points sont trois petits points tout à fait exhaustifs qu'il faudrait mettre. Mais en tout cas, voilà, une personne se définit probablement par les attachements qu'elle amène et auxquels elle accorde une certaine loyauté, au moins dans la façon dont elle évolue, dont elle présente un certain nombre de difficultés ou simplement des ressources ou des lignes de force qu'elle souhaiterait mettre en avant. De ce constat fondateur veut dire aussi que on est forcément dans quelque chose de l'ordre de l'individuel, même si on peut parler parfois d'un groupe ou d'un certain nombre de caractéristiques qui unissent des individus entre eux. On est dans quelque chose de profondément individuel dans ce qui nous intéresse en psychologie. Et ce maillage précisément individuel, avec ses multiples attachements qui vont définir la logique d'une personne en particulier, rend par nature impossible l'universalité des psychothérapies, c'est-à-dire que il n'y a absolument aucune théorie qui soit totalement exhaustive, quand bien même elle le souhaiterait, ni aucun cadre thérapeutique ou d'accompagnement qui serait suffisamment souple pour pouvoir accueillir 7 milliards d'humains sur Terre et les accompagner lorsqu'il y aurait notamment une demande qui serait présente. Et donc, en fait, il va falloir effectivement apprendre à faire cela et poser la question de savoir, finalement, comment est-ce que je peux faire avec cette multitude qui ne peut être en fait qu'une sorte de somme d'individualité. Quelles conséquences, en tout cas, dans un premier temps, je peux essayer de tirer de ce premier constat, c'est que lorsque l'on parle en fait d'évaluation des psychothérapies, mais aussi des accompagnements psychologiques, des interventions finalement dont on peut parler comme celle dont il a été question ce matin, en fait, on doit vraiment faire le deuil d'un schéma qui serait un schéma holistique, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir une généralisation totale et qui soit surtout stable dans le temps, sauf à constituer des biais majeurs de constitution de la population en recherche, voire des biais méthodologiques. Et c'est souvent ce qui a été amené comme des critères en sciences et qui sont tout à fait exacts, c'est que finalement, bien souvent, un modèle stable est un modèle qui comporte des biais de constitution essentiellement auprès de la population. C'est-à-dire qu'on a pris une population que l'on va considérer comme étant la plus représentative possible ou la plus standard possible par rapport à une difficulté, et en même temps, du fait précisément qu'il y a cette question d'individualité dont je parlais tout avant,
il a bien fallu élaguer un certain nombre de dimensions dans cette population pour essayer d'arriver à une population que l'on va dire homogène. Autrement dit, on est forcément dans un biais de constitution. Donc il va y avoir effectivement cette difficulté un peu particulière, et je vous invite à aller voir notamment les controverses très importantes qui ont existé, on va dire, allez, à la louche, ces 30 ou 40 dernières années, à propos de la prise en charge des états limites, des accompagnements des personnes qui sont états limites, où en fait on a eu une succession comme ça de grands modèles de soins qui chacune prétendait à une certaine efficacité, une certaine valeur par rapport à la prise en soin de ces états limites, qui est probablement euh, l'un des tableaux cliniques qui est parmi les plus étudiés en recherche actuellement. Et on voit aussi combien à chaque fois, ce sont des biais méthodologiques ou de constitution de population qui permet à ces schémas-là de pouvoir émerger. Et d'une certaine façon, elles ont finalement toute raison par rapport à la population, comme elles ont toute raison du fait précisément qu'elles ont renoncé à regarder l'individualité telle qu'elle existe réellement, c'est-à-dire à vraiment rentrer dans un modèle de la complexité comme étant une base de pratique qui oblige à une forme de modestie à la fois du chercheur et du thérapeute. Donc le constat de base, c'est vraiment que on est de toute façon dans ces questions de l'évaluation, dans les processus de changement qui concernent l'accompagnement ou les psychothérapies, devant une forme comme ça d'ambiguïté, avec une individualité qui est définie par ses attachements et une logique du sujet, une logique de l'individu au travers de ses multiples attachements et la loyauté que la personne déploie par rapport à ses attachements, et puis la volonté effectivement de pouvoir malgré tout dire quelque chose de ce que l'on fait ou de ce que l'on pourrait faire pour pouvoir précisément être aussi sinon plus performant, en tout cas plus pertinent auprès d'une population qui pourrait être en demande d'aide. Et cette question de la complexité est précisément ce qui organise les controverses dans le domaine de la science, la question des biais méthodologiques, la question du quanti, du quali, de qu'est-ce qui serait plus scientifique que d'autres pour regarder telle et telle donnée. Et il n'y a aucune de ces discussions qui soit réellement définitive. On est dans une vraie controverse depuis plusieurs décades, c'est-à-dire comment penser finalement l'endroit où l'on se trouve et avancer avec cette ambiguïté tout à fait première. Si on revient vraiment à l'origine finalement de la question, on pourrait se demander avec l'évaluation, qu'est-ce que l'on recherche? Quel va être finalement l'objectif de la recherche? On va faire simple, on va se dire que lorsque l'on parle d'un processus thérapeutique, la question va simplement être quels ingrédients permettent de pouvoir obtenir des effets positifs, mais aussi parfois négatifs sur les patients. Le fait de s'interroger aussi sur quelle peut être une influence en négatif de ce que je fais sur le patient est au moins aussi intéressant que quels sont les effets positifs que je vais chercher et que je vais parfois obtenir sur la personne que je suis en train d'accompagner. Et donc, quand on va parler effectivement d'évaluation, on est dans cette question des processus thérapeutiques et des ingrédients qui influencent en positif, mais aussi en négatif. Et là, il y a effectivement deux modèles qui existent majoritairement. Gaëtan les a évoqués tout à l'heure. Le premier modèle, c'est celui donc sur les facteurs communs aux psychothérapies, c'est-à-dire essentiellement ce sont le modèle qui s'appuie sur l'alliance thérapeutique, avec l'idée que quelles que soient les modalités d'intervention dont on parle, il y aurait un certain nombre d'invariants qui existeraient, et c'est en étudiant ces invariants que l'on pourrait avancer dans la question de l'évaluation des processus thérapeutiques. Et vous avez un deuxième modèle qui existe, qui est celui des facteurs spécifiques, qui est construit autour du modèle médical, et on a connu ce choc entre ces deux modèles de façon assez importante au début des années 2000 avec l'évaluation de l'INSERM, puisqu'effectivement, l'approche TCC et on va dire l'approche qui probablement défend le plus la question des facteurs spécifiques à partir en fait d'un modèle médical. Et on est en fait dans l'évaluation des processus tiraillé en fait entre les deux modèles. Et encore une fois, il n'y a pas un qui soit supérieur à l'autre, il n'y en a pas un qui fait la preuve de sa supériorité par rapport à l'autre. Ce sont deux voies qui sont continuellement
en train de dialoguer dans notre champ de recherche. Alors, je ne vais pas faire trop long là-dessus. Wampold en particulier a beaucoup travaillé sur la distinction entre les deux. Je vais peut-être citer juste quelques marques de distinction assez fortes entre les deux approches pour pouvoir situer un petit peu le propos. Si on regarde par exemple la question de l'effet du thérapeute, comment est-ce que chacune des deux approches, commun ou médicales, comprennent dans les recherches et dans les écrits l'effet du thérapeute. Dans le modèle des facteurs spécifiques, c'est-à-dire plutôt le modèle médical, on va considérer que les effets du thérapeute sur les résultats qui sont obtenus sont plutôt petits, parfois négligeables, et particulièrement dès lors qu'il s'agit d'un traitement qui est fondé sur des données probantes. Et qu'à partir du moment où il y a eu une évaluation de l'efficacité très proche de l'évaluation de l'efficacité d'un médicament, par exemple, dès lors que les données probantes sont acquises, l'effet du thérapeute va être tout à fait minimal sur les effets, sur les résultats obtenus. Ça, c'est plutôt le modèle spécifique. Et puis, quand on regarde du côté du modèle des facteurs communs en psychothérapie, on va considérer plutôt que les effets du thérapeute sont relativement grands, à l'inverse, particulièrement en comparaison avec les effets des techniques spécifiques, et que ce n'est pas tant les techniques qui auraient une action sur les patients, mais plutôt précisément la qualité de la relation entre le thérapeute et le patient. Et les différences dues au thérapeute sont en lien avec les facteurs relationnels. C'est vraiment cette dimension-là qui va être prise en considération. Pour citer des distinctions également sur les effets spécifiques, c'est-à-dire lorsque les études regardent quels sont les effets spécifiques des accompagnements psychologiques ou des processus psychothérapeutiques, du côté des facteurs du modèle médical, on va plutôt considérer que la suppression d'ingrédients spécifiques dans un traitement, c'est-à-dire lorsque l'on ne met pas en place une mesure qui a été construite sur les preuves, sur les données probantes, ça va atténuer l'efficacité du traitement. Si par exemple, je décide, je vais dire une énormité, mais de supprimer l'exposition dans la prise en charge du psychotrauma, forcément la prise en charge ne va pas donner une efficacité aussi grande et va même être diminuée par rapport au modèle qui utiliserait l'exposition. On va considérer également dans cet effet-là que l'ajout d'une composante spécifique va augmenter l'efficacité des traitements. Et là, je vous renvoie là aussi sur les modèles de développement en lien avec les états limites, où précisément, à chaque fois, on a testé et augmenté le nombre d'ingrédients à travailler dans cette approche-là. On va considérer aussi que l'adhésion et la compétence spécifique du thérapeute sont associées au résultat. C'est-à-dire, plus la compétence du thérapeute est vraie, est importante, c'est-à-dire plus il a d'expérience, mieux il connaît son modèle et plus cela va être pertinent. Alors que dans l'autre modèle, celui des facteurs communs de psychothérapie, on va plutôt considérer que l'adhésion et la compétence spécifique du thérapeute ne sont pas associées au résultat. C'est-à-dire qu'un jeune psychothérapeute qui a 5 ans d'expérience ne va pas forcément faire moins bien ou de façon moins pertinente que quelqu'un qui a 40 ans d'expérience. On va considérer que les compétences du thérapeute ne sont pas en fait très impliquées dans les résultats qui vont être présents. Et on va aussi considérer dans les facteurs communs, dans le modèle des facteurs communs des psychothérapies, que la suppression de tel ou tel ingrédient qui fait partie du modèle d'intervention que l'on va avoir, en fait, ne va pas tellement avoir une efficacité sur l'évolution de la prise en charge. Donc, c'est vraiment la question de la relation, de comment la relation est en train de se jouer, de cette qualité-là, qui va plutôt être regardée que réellement les autres effets. Donc, on voit, je vais citer quelques distinctions, mais c'est vraiment deux modèles très tranchés et qui coexistent et qui discutent et pour lesquels chacun de ces modèles va s'intéresser au processus thérapeutique, à ces ingrédients, mais effectivement avec deux philosophies qui vont être des philosophies différentes. Ça, on est plutôt du côté de la recherche. Et donc, la question va être de savoir comment finalement s'organise le pont entre ces discussions autour de la méthodologie, de la population. Est-ce que je regarde les facteurs communs ou plutôt les facteurs spécifiques lorsque j'étudie quelque chose et la pratique? On a une vision qui est celle que nous propose l'équipe, notamment lausannoise de Yves de Rotten. Je vous cite un article dans la revue Psychothérapie en 2007, qui est toujours leur modalité de pensée, puisque lorsque l'on les a accueillis il y a quelques mois au LPPC sur
sur le colloque d'évaluation sur les psychothérapies que l'on a mené et pour lesquels les vidéos sont toujours en ligne sur la chaîne YouTube du laboratoire, Yves de Rotten a maintenu effectivement ce regard-là. Donc, même si l'article date un peu, on est effectivement toujours sur cette vision. De Rotten écrit « Le manque de lien avec la clinique constitue le reproche le plus souvent formulé à l'égard de la recherche en psychothérapie. Malgré quelques notables exceptions, chercheurs et cliniciens travaillent dans des mondes séparés. Pour certains, cet état de fait est la conséquence d'une rupture épistémologique, les contraintes du naturalisme et qui ne peuvent pas être reconduites dans le cadre des études scientifiques et méthodologiques. La mise à l'épreuve d'hypothèses va être compliquée dans un cadre qui est notamment le cadre psychothérapeutique, inhérent à la recherche, qui l'éloigne définitivement du processus clinique ou qui, au mieux, ne la rendent compatible qu'avec des approches thérapeutiques fondées sur des exigences équivalentes. » Il faudrait malgré tout sans doute tempérer un petit peu cette incompatibilité, ou en tout cas le constat qu'il y aurait une sorte de schisme entre la science et la pratique, notamment avec l'influence qu'il y a eu d'une méthodologie particulière qui est l'étude de cas, qui est probablement l'une des méthodologies les plus anciennes qui a été utilisée. Le premier texte portant sur l'évaluation des psychothérapies, il est, si ma mémoire est bonne, aux alentours de 1917. Il était l'œuvre en fait d'une psychanalyste européenne et qui a publié en fait un article sur l'efficacité des prises en charge des cures psychanalytiques. Et c'était évidemment à partir de ce qu'on appellerait aujourd'hui des case reports, c'est-à-dire vraiment les études de cas qui vont être présentées. Et les études de cas, malgré tout, à organiser, quand on regarde un peu la littérature, les études de cas ont quand même organisé une partie du dialogue entre les chercheurs et puis le domaine également de la pratique. Il y a quand même cette zone-là de confluence souvent qui parfois est regardée un peu en se pinçant le nez du côté de la recherche. Les études de cas, ce n'est pas considéré comme étant la méthodologie la plus noble. Ça serait bien sûr à discuter. C'est en tout cas la méthodologie qui organise probablement le pont le plus consistant entre le domaine de la science et le domaine de la pratique. Si malgré tout on suit Yves de Rotten et l'équipe lausannoise, et effectivement de se dire il y a du travail à faire sur le lien entre la recherche et la clinique, sur quel postulat on pourrait partir. Il faudrait peut-être convenir finalement de qu'est-ce que l'on va regarder. C'est-à-dire lorsque l'on accompagne quelqu'un, lorsqu'on le reçoit, est-ce qu'il y a des étapes sur lesquelles chercheurs et praticiens pourraient s'entendre pour dire oui, je me reconnais là-dedans, et donc on a une base commune de dialogue. C'est-à-dire on va pouvoir entrer dans le processus à telle ou telle étape pour pouvoir voir un petit peu comment les choses se passent. Et là, je vous propose un cadre qui est un cadre en quatre dimensions. Je me suis inspiré des travaux de Franck et Franck pour essayer, en préparant cette intervention, en fait, de penser à un cadre transversal sur lequel chercheurs et praticiens pourraient peut-être s'entendre en disant, là, effectivement, on a un modèle qui est un modèle qui peut convenir aux chercheurs pour pouvoir entrer dans les processus, et on a un modèle qui convient à peu près toutes les formes de prise en charge psychothérapeutique, en tout cas, voilà, dans la stratégie ou la démarche qui est entreprise. Ce cadre transversal qui serait peut-être à mettre comme étant une zone commune à travailler entre les deux grandes familles, scientifiques et chercheurs, commencerait d'abord par la considération sur le contexte de la rencontre thérapeutique qui est appuyé, ce contexte-là, sur l'attente d'une aide spécifique et pertinente qu'attend le patient, qu'attend une personne envers une autre. C'est-à-dire qu'il y a une intention de base qui est l'intention en fait de celui qui exprime un besoin concernant une autre personne à qui il va solliciter une aide spécifique et pertinente. Donc on est dans un contexte de rencontre dans à peu près toutes les formes d'intervention et d'accompagnement. Le deuxième niveau, c'est la dimension de la relation dynamique qui est appuyée sur un investissement émotionnel, et là, quelles que soient les modalités d'intervention que l'on considère dans le champ de l'accompagnement psychologique ou de la psychothérapie, toutes les écoles, toutes les théories, toutes les pratiques, en fait, notent cet investissement émotionnel, quel que soit le nom qu'on va lui donner. Il y a quand même cette dimension de l'affect qui va être présente et qui va s'exprimer à minima du patient vers le thérapeute. Certaines considérations théoriques font qu'on l'engage aussi dans l'autre sens, mais à minima, toute note qu'il faut qu'il y ait une relation qui parte du patient vers le thérapeute, cet investissement de nature émotionnelle pour pouvoir définir un cadre d'intervention thérapeutique. La troisième, c'est sans doute un ingrédient important qui est celle d'une mythologie.
Je ne rentre pas sur la question de savoir quelles sont les mythologies qui seront vraies ou fausses. Je vais juste m'arrêter au terme de mythologie, une mythologie partagée par le thérapeute et le patient à propos de l'origine et du sens du trouble. Autrement dit, ils doivent parler un langage commun qui semble cohérent, pertinent et logique à tous les deux, côté patient et côté thérapeute, sur qu'est-ce qui est en train de se passer et pourquoi finalement ce qui est en train de se dérouler se déroule de cette façon-là. Donc il y a une mythologie qui doit être aussi une base commune entre les deux. Et enfin, il faut sans doute aussi une sorte de rituel thérapeutique qui soit appuyé sur la mythologie, c'est-à-dire de la mythologie que j'ai construite avec le patient à propos de ce qui se passe actuellement pour lui. Qu'est-ce qui en découle en termes de rituel thérapeutique, c'est-à-dire en termes de démarche et de stratégie, d'accompagnement, de façon la plus cohérente possible et qui tiennent aussi compte de l'engagement, c'est-à-dire de la dimension de la relation qui a commencé à se construire autour d'une intention commune, qui est donc le cadre de la rencontre thérapeutique. Il y aurait cette première étape probablement qui pourrait être mise dans le panier commun entre scientifiques et praticiens. On pourrait sans doute aussi s'entendre sur le fait que ce dont tout patient fait l'expérience, c'est le fait qu'il a des sensations concrètement éprouvées par lui et qui constituent les particules élémentaires des phénomènes psychologiques. Autrement dit, de l'expérience et des sensations naît tout le reste qui va être de l'ordre de l'observable ou de l'échangeable entre un patient et un thérapeute. C'est la notion de sens corporel tel que cela a été emmené déjà dans les années 60 par Jean Delin. C'est évidemment tout le déroulé qu'il y a ensuite dans le champ notamment humaniste et existentiel. C'est l'ouverture sur les thérapies centrées sur les émotions et il faudrait sans doute, à la suite notamment de Greenberg, différencier les émotions primaires et les émotions secondaires, qui sont encore tout à fait autre chose, certaines plus proches du corps que l'autre. Mais en tout cas, même sans aller jusqu'à ce niveau encore supérieur, c'est-à-dire les émotions, en tout cas, de se dire, la personne en fait qui va être au centre des choses, la personne qui va être bénéficiaire, c'est quelqu'un qui vit une expérience et qui a des sensations concrètement éprouvées à partir de cette expérience, les particules élémentaires qui constituent ce que l'on va observer, ce dont on va discuter et ce qui va constituer les processus de changement. Et là, si on a ces bases-là, peut-être que l'on peut effectivement être dans une base de dialogue assez simple entre scientifiques et puis praticiens. Quand on a ça, comment est-ce qu'on peut avancer? Donc, il y a effectivement le modèle de Greenberg qui a été avancé tout à l'heure, qui par certains aspects d'ailleurs commence à vieillir un petit peu, mais il est tout à fait intéressant dans l'idée effectivement que on peut avancer dans quelque chose de l'ordre d'un pas à pas avec les bénéficiaires pour pouvoir voir un peu comment les choses s'organisent. Et c'est pas simplement avec les bénéficiaires, c'est aussi l'implication du thérapeute. C'est un regard à trois, hein. C'est le regard de l'expérimentateur, du chercheur, c'est le regard du thérapeute et c'est le regard du bénéficiaire ou du patient. Donc il y a effectivement tout ce modèle-là, fin des années 70, début des années 80, qui a commencé à apparaître. C'est sans doute à minima deux questions qui s'adressent probablement à la fois aux chercheurs et aux praticiens. De ce que je suis en train d'observer, des effets de la méthode qui sont mis en place par moi ou par un tiers, est-ce que ce qui est présent semble plus facilement attribuable à la question de l'alliance, c'est-à-dire aux facteurs transversaux, ou bien est-ce que ça semble être plus attribuable aux facteurs spécifiques, c'est-à-dire à la technique? Les deux modèles que j'ai rappelés tout à l'heure sont probablement deux modèles qui sont réconciliables, c'est-à-dire qui simplement indiquent deux couches d'un même phénomène et on peut choisir de s'intéresser à l'un ou à l'autre, ou peut-être même que dans l'accompagnement des bénéficiaires, il y a certaines dispositions en fonction, comme je le disais tout à l'heure, du cadre, de la relation, de ces quatre éléments que je citais, vont être plutôt du côté de l'alliance dans l'origine des effets et pour certains, plus proche des facteurs spécifiques. On peut certainement aussi, quand on est praticien ou chercheur, se poser la question, là aussi, dans les effets qui vont être obtenus, est-ce qu'on est plus proche d'un impact patient, c'est-à-dire son niveau d'engagement comme étant tout à fait prépondérant par rapport à ce qui est observé, ou est-ce que c'est finalement vraiment l'effet du thérapeute, la réponse du thérapeute qui va donner les effets qui vont être présents? Et puis, on peut aussi se poser la question de savoir, si j'essaie de réfléchir à tout ça, là aussi en position de chercheur ou bien en position de praticien, est-ce que je peux m'appuyer sur des études randomisées, contrôlées? Est-ce que finalement elles sont utiles pour penser ou est-ce que
la dichotomie ou l'ambivalence première dont je parlais tout à l'heure fait que finalement, au-delà de faire des très belles publications qui sont devenues très présentes, je tiens à le dire, non pas comme un élément d'accusation, mais comme un élément de contexte historique, elles sont devenues extrêmement présentes dans le domaine de la recherche à partir du moment où il y a une pression de publication des chercheurs, hein. C'est-à-dire que vous aviez quelques recherches qui existaient dans les années 40 à 70, 80, et puis à partir des années 90, où vraiment l'efficacité des chercheurs a été mesurée au nombre de publications et à la qualité des supports de publication, et ça va en s'agrandissant depuis 30 ans, année après année, que là, du coup, on a vu fleurir énormément d'études randomisées, contrôlées sur les effets des psychothérapies, c'est-à-dire des articles moins tournés autour de la pensée et du qualitatif et plus tournés vers la dimension de l'observation. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes, ça veut aussi dire qu'il y a vraiment un contexte historique qui guide parfois les modèles que l'on va mettre en œuvre. En dernière diapositive, et pour répondre peut-être un peu plus directement à la question qui m'avait été posée, c'est-à-dire finalement l'évaluation et ses enjeux, en fait, l'évaluation des processus de changement et de ces enjeux, il est clair que si on devait donner peut-être deux éléments majeurs et une remarque, premier élément, c'est qu'évaluer en fait les processus de changement, évaluer ce que l'on fait, permet évidemment de faire progresser les savoirs, c'est-à-dire les indications, c'est-à-dire les approches. Il y a une vraie pertinence en fait à l'évaluation qui est simplement d'essayer d'être au plus près des besoins en fait de l'autre et de pouvoir aider au mieux l'autre qui est présent. On ne peut pas aider les autres avec la technique du doigt mouillé, parfois si, mais parfois non. Et donc, du coup, il y a vraiment le besoin, effectivement, de faire progresser ces savoirs pour faire progresser nos interventions et nos indications. Et ça, c'est vraiment des deux côtés, c'est-à-dire, il y a la nécessité pour le scientifique, bien sûr, de faire ça, mais il y a aussi la nécessité pour le praticien. C'est-à-dire d'avoir toujours un regard sur qu'est-ce qui est en train de se passer, où en est l'autre, où en est notre relation, où en est la façon dont j'organise mon influence par rapport à l'autre, où en est l'influence que le patient exerce sur moi. Ensuite, on va regarder si c'est plus du côté de l'alliance ou plus du côté des facteurs spécifiques, si c'est plus de mon côté ou du côté de l'autre, mais l'évaluation également du thérapeute, elle est tout à fait fondamentale également, lui, pour pouvoir se positionner et aussi pour répondre simplement à la demande, c'est-à-dire au mandat que le patient, le bénéficiaire, lui a adressé. En fait, on pourrait dire que dans ces affaires-là, c'est la science qui légitime les pratiques cliniques, mais que ce sont les pratiques cliniques qui valident la science. Et on est vraiment dans cette circularité-là de lorsqu'il y a quelque chose qui apparaît, la science doit être là pour pouvoir valider les pratiques et de dire bah, ça on connaît, ça on ne connaît pas, parce que parfois on réinvente quand même beaucoup de choses, ça on connaît, ça on ne connaît pas, allons voir comment ça fonctionne, quels sont les processus, en quoi c'est intéressant, pour qui et comment est-ce que l'on pourrait faire de façon plus spécifique, voire mieux. Et de l'autre côté, ce sont les pratiques cliniques qui vont dire à la science ce que tu fais, je le valide, c'est-à-dire c'est pertinent pour moi, ça a de l'intérêt pour moi. Dans ma clinique actuellement, je me retrouve dans les résultats qui sont présentés, ou bien les résultats qui sont présentés ne correspondent pas à ce que je vis, voyons comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Donc c'est vraiment cette science qui doit légitimer les pratiques qui doivent valider la science dans une forme de circularité où chacun finalement évalue ce qu'il fait, avec pas forcément une évaluation qui est une évaluation toujours très lourde, armée, etc., même si elle peut l'être. Ça peut être une évaluation qui peut être une évaluation plus qualitative, plus au fil de l'eau, notamment pour la partie parler de la clinique, mais qui soit aussi quelque chose d'assis et pas simplement fondé sur une vague intuition que l'on aurait de comment les choses se passent. Je termine avec une petite anecdote et ça fait la boucle avec ce que Damien Fouque disait tout à l'heure. Dans les études, en fait, concernant finalement qu'est-ce qui a un impact sur les résultats, il y a une notion qui est une notion assez importante, c'est l'allégeance. Et en fait, les études montrent globalement que 69% de la variance concernant les effets des psychothérapies et des accompagnements psychologiques sont liés à l'allégeance du praticien concernant son modèle. C'est-à-dire, plus le praticien va croire et va prêter allégeance à son modèle, et plus la thérapie va avoir tendance à fonctionner. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on retrouve la même chose en recherche. C'est-à-dire que si le chercheur, et moi je lutte vraiment pour le fait de dire que
contrairement à ce qu'on entend parfois, la science est idéologique. Il y a en tout cas de l'idéologie dans la science, simplement parce que ce sont des chercheurs qui font la science. Et donc oui, il y a de l'idéologie qui est présente. Ensuite, la question, elle est quoi faire de cette idéologie et quoi faire pour ne pas devenir partisan, c'est-à-dire pour orienter les résultats d'une recherche. L'idée, elle est effectivement là, mais effectivement, ce sont des chercheurs qui font la science et les études montrent aussi que finalement, lorsque le chercheur fait allégeance, c'est-à-dire a tendance à considérer que ce qu'il étudie, la méthode qu'il étudie est valide, alors les résultats de ses recherches vont être meilleurs s'il s'agit d'un chercheur qui n'adhère pas au modèle qui va être présenté. Et dernier résultat, il semble que ça soit la même chose, y compris pour les thérapeutiques médicamenteuses. On s'est rendu compte également que lorsque les chercheurs croient à l'apparition de la nouvelle molécule qu'ils sont en train de tester, malgré tout ce que l'on peut mettre en place pour essayer de contrôler tout ce qui est contrôlable, il y aurait malgré tout cet effet chercheur, qui est ce qu'on appelle l'effet d'allégeance. Et pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur la notion de biais, encore une fois dans la continuité de ce que disait Damien Fouque tout à l'heure, la question, elle n'est pas tant de ne pas vouloir le voir ou de le mettre de le côté, la question, elle est de développer une forme d'intelligence à partir de ça, c'est-à-dire de bien l'identifier et quoi en faire, que l'on soit du côté des praticiens ou que l'on soit du côté des chercheurs.